le seul noir, j'étais la seule personne à ne pas trouver. Maintenant, c'est quoi le problème? J'avais eu une acceptation dans une ville très reculée. Je dirais même un village qui se trouvait au fin fond de la France. Donc avec tout ça, avec toutes ces difficultés, quelques jours après aussi, on m'annonce aussi le décès de mon papa. Bonjour les amis, aujourd'hui on revient dans Raconte-moi. Raconte-moi, comme vous le savez, c'est l'émission qui est là pour vous motiver. C'est l'émission qui est là pour vous inspirer, c'est l'émission qui est là pour vous montrer la voie. Raconte-moi se transforme, Raconte-moi grandit et aujourd'hui, on ne me voyait pas dans les caméras, dans les vidéos en tout cas on ne me voyait pas et aujourd'hui, je me présente devant vous parce qu'on entendait ma voix mais on ne savait pas qui c'était derrière ces caméras. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Babacar. Babacar, il vient du Sénégal, de Matam. Le fait de partir de Matam, qui est vraiment une région très reculée du Sénégal, et aujourd'hui, il est aujourd'hui devant nous pour faire cette émission. Et c'est quelqu'un aussi qui est très engagé sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn. Donc, il a 11 000 abonnés sur LinkedIn, très suivi aussi sur TikTok. Et qui donne pas mal de tips, en tout cas pour les étudiants étrangers quand ils viennent d'arriver en France pour leur intégration et tout. Donc on aura l'occasion de parler de tous ces sujets, de tous ces aspects-là, pour qu'ils vous donnent quand même un retour d'expérience parce que je pense qu'aujourd'hui son parcours, c'est un parcours à louer en tout cas. Donc Babacar, on a le plaisir de t'accueillir ici, on te laisse te présenter devant nos amis téléspectateurs qui nous regardent. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. D'être là aujourd'hui afin de partager avec vous en tout cas mon vécu, mon parcours. En tout cas, j'espère que ça va être utile et je vais pouvoir inspirer quelques personnes, même si c'est une, c'est le plus important. Donc moi je m'appelle Babacar, ça fait à peu près 5 ans que je suis en France et je suis chargé de mission RH dans une entreprise de la place. D'accord, super. Babacar, toi qui viens de Matam, région très reculée du Sénégal. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Alors, parler de mon enfance, moi j'ai eu une enfance comme tout le monde. Hein. J'étais un enfant un peu agité, mais qui a grandi auprès de ses parents, auprès de sa famille. Mais quand il s'agit d'étudier, je suis quelqu'un de très sérieux. Je pense que j'ai toujours eu de très bonnes notes pendant mes études. Mais parfois j'étais un peu têtu et les récompenses étaient souvent des bastonnades, hein, je crois. Mais sinon, mon enfance, je l'ai vécu auprès de ma famille. Ça s'est très bien passé. J'ai joué comme tout le monde. Et après, plus je grandis à poursuivre mon aventure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous partager un peu mon expérience et aussi mon vécu. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir ici. Et d'ailleurs, tu étais dans quelle école quand tu étais au Sénégal? Alors, moi, tout mon parcours, je l'ai fait tout mon parcours, en tout cas avant l'obtention de mon bac, je l'ai fait à Matam. Et j'ai passé mon bac dans un lycée qui s'appelle lycée de CEDOCB. Si je me rappelle bien, c'était 2017-2018. Enfin, je ne me rappelle plus de l'année, mais en tout cas, c'était aux environs. Et suite à l'obtention de mon bac, quand j'ai eu une orientation à l'université Cheikh Anta Diop, donc j'ai quitté mon beau village, j'ai quitté ma région pour venir à Dakar continuer mes études. Et ton école, quand tu étais là-bas, tu suivais quoi comme parcours scolaire, en tout cas surtout au niveau du collège? Alors, moi j'ai eu un bac littéraire, donc quand j'ai fini l'élémentaire au lycée, je voulais me réorienter pour poursuivre mes études, en tout cas vers un domaine un peu plus scientifique, donc la série S. Mais je suis pas trop fan de tout ce qui est calcul, donc ce qui a fait que après je me suis réorienté et j'ai fait L'. Et j'ai eu un bac littéraire série L'. D'accord. Mais à l'époque, quand même, est-ce que tu avais une vision, en tout cas, de comment tu voulais tracer ton parcours? Alors, j'avais une vision comme toute personne, quand on est jeune, on avait toujours un rêve. Et moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de
travaillé dans un domaine, en tout cas, qui me permettait de voyager beaucoup. D'accord. Tout ce que j'avais en tête, c'est ça. Après, que ça soit dans une série L ou S, ça m'importait pas beaucoup. L'essentiel, c'était de travailler, en tout cas, dans un domaine qui me permettait de voyager. Mais après, avec le temps, quand on grandit, on change d'idée, on change d'objectif. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans un domaine qui est totalement différent de mes rêves quand j'étais plus jeune. Mais pourquoi voyager? Vouloir voyager tout le temps, ça vient d'où ça? Alors, voyager, parce que je pense que voyager, c'est très important, parce que ça nous permet de découvrir d'autres horizons, aller à la rencontre d'autres personnes et surtout embrasser d'autres cultures. D'accord. Et je suis pas né dans une famille où les gens voyageaient beaucoup, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré et j'ai grandi avec. Et même aujourd'hui, et je pense que grâce à ça, je voyage beaucoup, je voyage de plus en plus parce que c'est quelque chose qui était en moi depuis que j'étais tout petit. Et là, je continue à vivre mon rêve, pas dans le domaine où je suis en train de m'exercer, mais d'une autre manière, puisque voilà. On peut dire qu'en fait, il y a quand même, au final, une continuité entre exactement. ce que tu voulais depuis que tu étais gosse. Exactement. Même si tu le retrouves pas, en fait, dans le monde de l'emploi, quand même, tu le fais par plaisir. Exactement. J'ai réalisé mon rêve parce que je voyage dans pas mal de pays, j'ai fait beaucoup de pays. Et voilà, même la semaine, dans 2 semaines aussi, je dois voyager. Donc ça commence, ça continue et ça s'arrête pas. Ouais, mais voyager, quoi. Puis j'en voyage comme on a l'habitude de le faire, quoi. Ok. Et là, tu as eu ton bac au Sénégal en série L. C'est ça, L prime. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est L, enfin, au cas où, parce que dans d'autres pays, ils peuvent l'appeler autrement, c'est domaine littérature. Et tu as eu ton bac là-bas au Sénégal, et après ça, tu as voulu venir en France. Mais pourquoi il y avait ce souhait-là de vouloir venir en France? Pourquoi pas dans un autre pays, par exemple, le Canada ou les États-Unis? Alors, honnêtement, moi, quand j'ai eu mon bac, venir étudier en France n'a jamais été un projet pour moi, venir étudier en France. D'ailleurs, quand j'ai eu mon bac, on m'a orienté à l'université de Cheikh Anta Diop, où j'ai eu l'opportunité d'intégrer la faculté des lettres et sciences humaines, donc pour poursuivre une licence en langue étrangère et littérature africaine. Donc moi, quand je faisais mes études, mon rêve c'était toujours de finir mes études ici, de travailler au Sénégal. J'ai jamais eu l'idée de voyager, que ce soit en France ou au Canada, pour poursuivre mes études. Maintenant, après l'obtention de mon baccalauréat, après l'obtention de ma licence du coup, quand j'ai eu mon bac et que je devais quitter ma famille pour aller à Dakar, dans le centre-ville, pour continuer mes études, quand j'ai fini mes 3 ans d'études, j'étais à la recherche d'autres horizons parce que j'ai vu qu'à la faculté des lettres, on n'apprenait pas beaucoup de choses et en plus c'était trop théorique. Donc moi, je voulais tout de suite m'orienter dans un domaine qui me permettait d'avoir des compétences techniques, de pratiquer pour ensuite intégrer le monde du travail. Donc j'ai commencé à me renseigner. Je ne voulais pas poursuivre un master dans le même domaine parce que j'étais aux facultés des lettres pour faire une licence en langue, en anglais. Donc quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai trouvé qu'il y avait un master qu'on proposait à l'université de Gaston Berger, donc c'était dans une autre région qui n'est pas Dakar. Donc quand je me suis renseigné et tout, on m'a dit que oui, c'était un master très intéressant qui te permettait par la suite d'être prof. Et moi, à l'époque, ça me tentait beaucoup de devenir prof. Donc j'ai fait mes recherches et j'en ai parlé avec mon cousin et mon frère en même temps. Et quand on a parlé, il m'a dit oui, moi je valide ton projet professionnel, franchement c'est quelque chose de très intéressant. Et quand on a fini de discuter, il m'a posé une question. Il m'a dit, mais toi ça ne te tente pas d'aller continuer tes études en France? Bon, à l'époque, moi ça ne me parlait pas beaucoup, mais sa question, après quelques minutes, ça m'a fait réfléchir. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités, la qualité de la formation. Voilà. Et vu que moi, je suis quelqu'un de très opportuniste, mais pas opportuniste dans le sens où être égoïste, mais dans le sens où, quand je vois des opportunités, je ne réfléchis pas, comme on le dit.
Il y en a qui saisissent les opportunités et d'autres qui réfléchissent aux opportunités. Et moi, je fais partie des personnes qui réfléchissent aux opportunités. Donc, quand mon frère m'a posé cette question, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Après, je me suis dit, moi, je ne suis pas contre. C'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop la procédure. Après, je suis parti à la quête de l'information. Donc, je me suis renseigné autour de moi. J'ai même pris des rendez-vous avec des agences de préinscription. Donc, ils m'ont expliqué. Mais il faut faire très attention parce que quand j'ai pris rendez-vous avec les agences de préinscription, eux, en fait, quand ils t'expliquent, dans ta tête, tu te dis que tu es déjà en France parce que c'est tellement facile. Ils vont juste te dire, oui, tu payes les frais d'inscription. Nous, on va te trouver une école. Tu vas faire ta demande de visa et après, top, on va t'aider à prendre ton billet et après, tu arrives en France. En fait, c'était tellement simple. Mais quand je me suis rapproché de mes amis, de quelques connaissances qui étaient déjà en France, quand ils m'ont expliqué la procédure, je me suis rendu compte que c'était plus complexe que je ne le pensais. Mais quand même, l'idée m'a tenté et j'ai pas abandonné. Du coup, j'ai fait mes recherches et je suis revenu vers mon frère pour lui dire que voilà, ça y est, je me lance, je suis d'accord pour faire la procédure. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir et à commencer la procédure. Mais c'était pas une idée qui venait de moi en tout cas. D'accord. Donc toi, tu as fait quand même 3 ans au Sénégal. C'est ça. Après ton bac. C'est ça. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait 3 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'ai obtenu ma licence langue étrangère et civilisation africaine au lycée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et en résumé, en quelques lignes, qu'est-ce que tu as retenu sur les 3 ans que tu as passé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Sur les 3 ans, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu que la vie estudiantine à Dakar était très, très, très compliquée. Surtout quand on est au lycée, comparé à ce que l'on vit à l'université, c'est diamétralement opposé. Ce qu'on nous montre parfois sur la télé, en fait, le rêve qu'on nous vend, c'est pas vraiment la réalité du terrain. Ouais. C'était très très compliqué parce que moi je me rappelle pendant mes 3 ans, j'étais pas logé au sein de l'université. Donc moi je faisais des navettes parce que on avait une maison à Keur Massar. Bon, on était à Parcelles, après on a déménagé à Keur Massar. Donc moi je faisais la navette tous les jours. Je faisais à peu près 30 km de Keur Massar à l'université Cheikh Anta Diop, c'était à peu près 30 km et ça me prenait 1h30, parfois 2h. Donc moi je faisais la navette et c'est très compliqué parce que tu quittes la maison très tôt le matin, tu rentres le soir, tu n'avais pas trop le temps de réviser tes leçons. C'était vraiment très très compliqué, mais quand même j'ai réussi à tenir. Et surtout le soir quand je rentrais, vu que j'étais chez moi, le repas était déjà fait. J'avais mes cousins qui étaient à côté, je vivais avec ma famille en tout cas. Donc ça va quoi, j'arrivais à gérer la situation, mais c'était très très compliqué. Donc c'est une leçon que j'ai retenue durant mon séjour à l'université de Cheikh Anta Diop, que la vie étudiantine n'était pas facile. Surtout c'est pas simple, surtout que Keur Massar, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est dans la banlieue de Dakar, donc c'est très loin et déjà pour faire le trajet c'est hyper compliqué déjà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est déjà compliqué, donc je suppose que tu arrives à l'université déjà, tu es KO. Tu arrives déjà, tu es KO, les amphis sont remplis, sont bondés de monde. Tu n'as même pas de place. Et toi, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici? Parce que tu fais le trajet, tu te réveilles à 6h du matin. Et côté sécurité, parce que à Keur Massar, il y a des agresseurs dans tous les coins et recoins des rues. Donc c'était très compliqué. Tu prends des risques. Tu es très épuisé et arrivé sur place, il n'y a plus de place. Surtout, je me rappelle ma première et ma deuxième année. Bon, parce que la troisième année, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Donc il y avait moins de monde qu'avant. Mais la première année, la deuxième année, c'était trop galère. Pour les gens qui ne sont pas logés, en tout cas à l'université, pour trouver une place, c'était vraiment très compliqué. Déjà, on voit que voilà, même si c'était très compliqué à l'université à Dakar, mais malgré tout ça, tu cherchais quand même d'autres possibilités en Exactement. de
poursuivre ta Exactement. carrière. Ouais. Et là, par la suite, voilà, tu as entamé une procédure pour venir en France. Et C'est ça. d'ailleurs, toi-même, tu avais fait les démarches Par pour moi-même. pouvoir avoir trouvé une université. Comment tu l'avais vécu? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce parcours Campus France? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc quand j'ai fait mes recherches, je me suis renseigné auprès des agences d'inscription, auprès des amis qui étaient déjà sur place. Donc, j'ai vu que la procédure était très complexe, mais quand même, c'était possible. Donc, quand j'ai parlé avec un ami qui était déjà en France, et je lui ai dit, est-ce que tu connais une agence fiable où je peux aller pour faire ma demande? Parce que mon frère, lui, il était prêt à payer l'agence et tout. Donc, quand j'ai posé cette question à cet ami-là, il m'a dit, l'agence que tu cherches là, c'est pourquoi? Je lui ai dit, c'est pour que je puisse faire les procédures pour aller en France. Il m'a dit, tu sais, moi-même, la procédure, je l'ai fait par moi-même. Donc, toi aussi, si tu es motivé, si tu es vraiment motivé, je peux t'accompagner, je peux t'aiguiller, je peux te montrer comment on fait. Et comme ça, toi, tu le fais toi-même. Mais tu sais, surtout quand on est sénégalais, parfois on a cette mentalité de se dire que quand c'est gratuit, c'est pas fiable. Donc moi, quand mon ami m'a dit, ouais, si tu veux, viens, je vais t'aider à faire les démarches, j'étais pas trop confiant. Mais quand même, encore une fois, vu que je suis quelqu'un de très opportuniste, je me suis dit, mais les 75 000 ou les 100 000 que je vais payer à une agence, alors que là, on me propose de l'aide gratuitement, pourquoi pas accepter sa demande? Donc après, j'ai mûrement réfléchi et après, j'ai accepté. Du coup, je suis parti voir mon frère pour lui dire finalement, on n'a plus besoin de chercher une agence parce que moi-même, je vais engager la procédure, donc je vais le faire. J'ai un ami qui m'a proposé son aide et je vais faire la procédure. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et là, tu fais la procédure, mais c'est un combat interminable. Exactement. Parce que tu as fait la procédure, tu es parti maintenant par la suite, tu as trouvé l'université, etc., avec toute la galère qu'on connaît. Et là, maintenant, par la suite, il fallait déposer le visa, avoir le visa. Et tu as été refusé 3 fois, mais malgré ça, tu n'as pas baissé les bras quand même. Exactement, voilà. Donc, avant de venir sur les dépôts de visa, je vais d'abord vous parler de la procédure parce que je tenais quand même à rendre hommage 3 personnes, Boy Galsen, Edu Koyan et aussi El Evra. Donc, franchement, c'est des personnes qui ont, en tout cas, qui ont joué sur mon avenir. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'y suis là. Une partie, c'est grâce à eux. Parce que, comme je vous ai dit, moi, la procédure, je ne le connaissais pas trop avant. En plus, dans la maison où je vivais, je connaissais des gens qui ont tenté la procédure 3 fois, 4 fois, mais qui ne réussissaient pas. Soit ils n'avaient pas d'école, soit des refus de visa. Donc, moi-même, je ne me sentais pas trop légitime de faire la procédure, sachant que ces gens-là, c'était des personnes très studieuses qui étudiaient bien à l'école, qui avaient très bonnes notes, mais quand même, ils ne réussissaient pas à décrocher une admission ou avoir le visa. Donc tout ça, ça me taraudait à l'esprit, mais quand même, j'ai été persévérant et j'ai continué. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai commencé à regarder des vidéos. C'était ma routine. Aller sur YouTube, taper Campus France était devenu machinal pour moi. C'est ce que je faisais tous les jours, tous les jours. Et vu qu'il y avait mon ami qui était à côté de moi, à chaque fois quand j'avais des blocages, je l'appelais tous les jours, je l'appelais, on faisait des appels vidéo sur WhatsApp. Et il m'a vraiment aidé, Omar Thiam, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, merci franchement pour tout. Tu m'as aidé à créer mon compte, à faire mes choix, franchement, il m'a accompagné du début à la fin. Maintenant, moi aussi, j'ai fait une autre procédure en parallèle de Campus France, ça s'appelle Parcoursup. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Voilà. Donc, au moment où je faisais Campus France, j'ai entendu aussi parler de Parcoursup. Encore une fois, vu que je suis opportuniste et que je sais que ça ne me coûtait rien, je me suis aussi lancé dans ça. Donc, j'ai fait les 2 procédures en même temps. Mais tout en étant autonome, bien vrai qu'il y avait des gens sur mes côtes pour me guider, pour me coacher. Mais je peux dire 80% ou 75% de la procédure, je l'ai fait moi-même. Donc, en même temps que Campus France, j'ai aussi fait Parcoursup. Et dites-vous que j'ai bien fait parce que sur Campus France, j'ai eu 6 refus sur 7.
Ah oui, quand même. Et mes premières acceptations, je les ai eues sur Parcoursup. Donc, vu qu'il ne me restait qu'un seul choix sur Campus France et que là, on commençait les démarches de visa, donc je me suis dit pourquoi pas choisir une formation sur Parcoursup vu que j'avais déjà eu plusieurs acceptations et de continuer avec eux plutôt que d'attendre un choix à qui je ne sais pas est-ce que je vais avoir un refus ou une acceptation. Donc j'ai décidé de poursuivre sur la plateforme Parcoursup, donc j'ai accepté ce qu'on m'avait proposé. Après avoir fait la procédure, donc j'ai eu une acceptation, j'ai eu tous les documents qu'il me fallait pour déposer le visa. Maintenant, c'est quoi le problème? J'avais eu une acceptation dans une ville très reculée. Je dirais même un village qui se trouvait au fin fond de la France. Maintenant, le problème, c'est que je ne connaissais pas de Sénégalais. Impossible de trouver une association ou une personne qui vivait là-bas. C'était très compliqué. Et moi, j'avais pas beaucoup de temps parce que je devais déposer mon visa. Donc, finalement, on a cherché par le biais des contacts de gauche à droite. On n'a pas trouvé. Donc, finalement, ce qu'on a fait, moi et mon cousin, donc, on a cherché un bailleur qui était sur place. Donc, c'était un couple français, donc, qui nous ont fourni les documents, en tout cas pour le volet hébergement, pour que je puisse compléter mon dossier. Donc, j'ai pris un logement. À l'époque, je crois, je payais 350 € par mois. On a payé la caution le premier mois. Sachant que moi, j'étais toujours au Sénégal. Je savais pas si j'allais venir ou pas. Mais quand même, eux, ils travaillent. Donc, ils ne vont pas te fournir les documents gratuitement. Donc, on a payé. Ils nous ont donné les documents. Pour le volet garant, j'ai contacté quelques membres de ma famille. J'ai eu quelqu'un qui a accepté de me prendre en charge. Mais le seul problème, c'est que quand le couple nous ont fourni les documents, ils nous ont donné leur passeport, mais leur passeport était expiré. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit oui, mais c'est pas grave parce qu'en France, en fait, la date d'expiration est toujours prorogée. C'est-à-dire que là, imaginons, c'est marqué pièce d'identité passeport expire en 2025. C'est valable encore 10 ans de plus. En fait, la date d'expiration est prolongée, donc prorogée, quoi. Donc, moi, j'étais pas trop confiant, mais j'avais pas trop le choix. Il fallait que je dépose avec parce que c'est ce qu'ils m'ont donné. Ils n'ont pas voulu me donner une pièce d'identité ou un passeport valide. Donc, moi, j'ai fait tout mon dossier, j'ai pris rendez-vous, j'ai payé, j'ai déposé. Et là, silence radio. 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'avais pas de retour. Et un jour, un bon matin, je me réveille et je vois sur mon téléphone qu'il y a marqué que votre passeport est disponible. Donc moi, j'étais très content, j'étais un peu excité, mais mon excitation était limitée, quoi. C'était très limité. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, il faut aller récupérer ton passeport. Si tu as le visa, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Mais moi, j'étais convaincu que j'aurais le visa. Malheureusement, à ma grande surprise, quand je suis arrivé, on m'a donné mon passeport. Je cherchais mon visa. J'ai cherché partout. J'ai pas trouvé de visa. Et ça, c'était la première. C'était le premier dépôt. C'était le premier dépôt. Et par la suite, tu as redéposé. C'est ça. C'était le premier dépôt. Et ce jour-là, j'ai marché de 15h à 17h parce que au fond de moi, j'étais anéanti parce que j'ai tout misé sur la procédure. Dis-toi que à un moment donné, je ne partais plus à la fac parce que moi, quand j'ai eu mon acceptation, je me suis dit, le visa, c'est facile, je l'aurai. Donc, mes travaux, je devais choisir un sujet de mémoire. Je devais continuer à aller à l'école, je l'ai pas fait. Ce qui veut dire que si j'ai pas le visa, pas de France. Et si je ne peux pas aller en France, je vais reprendre l'année. Et moi, durant tout mon cursus, j'ai jamais redoublé. Donc, ça allait être une première pour moi. Et au fond de moi, ça me faisait penser. J'étais pas bien dans ma tête. Et ce jour-là, j'ai marché parce que je pensais à tous les sacrifices que j'ai fait, les nuits blanches, tout. Et ça, tout mon projet est tombé à l'eau. Et quand je suis arrivé, dans ma tête, je me disais que c'était fini. Sauf que quand je me suis renseigné, mon ami du coup qui m'a accompagné m'a dit non, t'inquiète, c'est toujours possible, tu peux encore déposer. Et là, il y a de l'espoir qui renaît. Donc, j'ai décidé de refaire encore un deuxième dépôt. Sauf qu'on dit souvent,
Faire la même chose tous les jours et s'attendre à des résultats différents, c'est de la folie. Donc moi, j'ai pas déposé avec les mêmes documents, bien évidemment, parce que quand j'ai vérifié, on a vu que le garant n'était pas assez solvable pour me prendre en charge. Et j'ai eu le motif 5, donc forcément, je me suis dit, le côté garant, c'est ce qui cloche en fait, donc il faut que je le change. Donc j'ai changé, j'ai trouvé un autre garant, par le biais de mon cousin qui m'a aidé, on a trouvé un autre garant. Mais le volet hébergement, je l'ai pas changé parce que je me suis dit quand même, j'ai un contrat de bail à mon nom sur mon dossier. J'ai envoyé tous les justificatifs que j'ai payés, que j'ai payé la caution le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Donc, il y a pas de raison qu'ils vont me rejeter. Donc, le volet garant, j'ai pas changé et j'ai fait un deuxième dépôt. Et là, tu fais un deuxième dépôt. C'est ça. J'étais confiant, j'ai fait le deuxième dépôt. 3 semaines, 1 mois après, même message, même message, je me suis réveillé, je suis parti, et là, on m'a dit, tu n'as pas le visa. Comment tu l'avais vécu quand même la deuxième fois? Coup de tonnerre, c'était très compliqué aussi, c'était très difficile pour moi ce jour-là. Je crois que je suis resté toute la journée, j'ai pas mangé, je ne voulais parler à personne. Et je me rappelle ce jour-là, je suis monté en haut de notre bâtiment, je suis resté là-bas, je ne voulais parler avec personne. J'étais dégoûté, hein. J'avais l'impression que la vie me tombait dessus. J'avais plus la tête sur les épaules. Et là, je me suis dit que c'est fini, j'abandonne, je vais laisser tomber. Et par la suite, j'ai appelé ma mère, je l'ai expliqué. Et mon frère, mon ami aussi, du coup, qui était là, il m'a dit, t'inquiète. Là, de toute façon, c'est la dernière chance. Tu ne peux pas faire plus de 3 dépôts. Mais là, il te reste encore un autre dépôt. Donc, pourquoi pas encore essayer parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, ben, vas-y, je vais essayer. Sauf que quand j'en ai parlé à mon cousin, donc, il m'avait poussé à faire la procédure pour aller étudier en France. Donc lui, il ne voulait pas, il n'était pas trop chaud pour que je fasse le 3e dépôt. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que il fallait que je change le volet hébergement. Et il m'a dit comment on va faire parce que là, nous on connaît personne là-bas. On a pris un bailleur, un logement à ton nom. Donc là, tu veux qu'on le change? Il y a pas moyen. Après, je lui ai dit, moi je connais quelqu'un qui vend des papiers, parce qu'à l'époque, il y a je sais pas si c'est bon, ça existe toujours normalement, mais il y a des gens qui sont au Sénégal, quand tu as des problèmes pour les garants ou hébergement, ils peuvent te vendre des documents. Donc moi, j'ai proposé ça à mon frère, parce que moi, j'avais pas d'argent pour payer. Donc quand je l'ai dit à mon frère, lui, il n'était pas trop chaud, parce que lui, il est trop dans la légalité, en fait. Il aime pas les magouilles. Donc, quand je lui ai dit que je vais acheter les documents, il n'était pas trop d'accord. Et il m'a dit, je préfère que tu abandonnes que d'acheter des documents parce que c'est pas sûr. Effectivement, il avait raison. Parce que c'est très risqué. Mais moi, j'avais pas trop le choix. Du coup, là, j'avais 2 problèmes. Il me fallait trouver des documents pour le visa, mais j'avais pas d'argent. Et c'est là que j'ai contacté un ami, donc c'est mon meilleur ami, Bassirou Sine, si tu regardes cette vidéo, je te rends hommage. Donc je l'ai appelé, je lui ai expliqué le problème que voilà, je voulais faire un 3e dépôt, mais j'avais pas d'argent. Et il m'a dit c'était combien? Je lui ai donné le montant et il m'a envoyé de l'argent. Donc je suis parti, on m'a mis en contact avec un gars, je suis parti voir le gars, il m'a donné les papiers pour l'hébergement, je l'ai payé et il me restait une petite somme pour payer les frais de visa. Donc, j'ai récupéré tous les documents et là, j'ai fait mon 3e dépôt. Et là, en 1 semaine, j'ai eu une réponse et là, c'était la bonne. Donc, j'ai eu mon visa et j'étais très content. Et là, tu étais très content. Mais tu arrives en France. Et tu vas aller dans un village, comme tu l'appelles, qui s'appelle Bezaï. C'est ça. Et tu arrives là-bas, tu connais personne. Exactement. Comment ça s'est fait pour le coup ton hébergement? Alors, le logement, je l'avais toujours. Le logement que j'avais pris pour déposer mon visa, parce que je l'ai pris en septembre, en août. Je l'ai pris en août et moi, je suis arrivé en France en novembre. Parce que j'ai déposé 3 mois après, 1 mois après 15 jours. Je l'ai pris en août et je suis arrivé en France en novembre. Donc,
Mais je le payais toujours. Tous les mois, je payais le loyer. Je le payais. Parce qu'en fait, dans ma tête, il y a quelque chose qui me disait que continue, n'abandonne pas, c'était possible. Un jour, tu vas y aller. Donc voilà, mon frère aussi, malgré qu'il n'était pas chaud pour que je fasse la troisième demande, c'est pour ça, le jour où je lui ai annoncé que j'avais le visa, lui-même, il l'a pas cru. Parce qu'il pensait que j'avais abandonné. Bon, après, vu que j'ai continué à payer le loyer, quand je suis arrivé, j'avais pas de problème à trouver un hébergement. Mais avant ça, je suis passé par Paris. Donc, c'est mes cousins qui m'ont récupéré. J'ai fait 2 jours ou 3 jours ici. Et vu que j'étais trop en retard pour les cours, donc je devais partir 2 jours après ou 3 jours après. Et là, je suis allé à Bazaï, un village. C'était un village. C'était même pas une ville. C'était un village très reculé. Paumé, il y avait rien à part le lycée. Ouais, j'étais tout seul. J'arrive, je me retrouve dans une chambre à 4 murs. Ouais. Je connaissais personne. Je savais pas du tout cuisiner. Je mangeais que des pâtes et des omelettes. C'était ma routine. Et je faisais école boulot, école maison. C'est ce que je faisais tous les jours. À l'école, je ne parlais pas. J'ai fait presque 2 semaines. Je répondais que présent quand le prof faisait l'appel. Ouais. Mais je ne parlais pas. Et eux, quand ils parlaient, que ce soit les étudiants ou le prof, je ne comprenais pas parce qu'ils parlaient trop vite. Autant, je n'utilisais pas trop l'ordinateur. Eux, ils prenaient des notes via leur ordinateur et moi, j'essayais d'écrire. Sauf que, avant même de finir un mot, le prof passait à autre chose. Donc, pour moi, c'était très compliqué en plus de prendre des notes. Donc, les premières semaines, c'était vraiment une galère pour moi. Et ton adaptation, pour le coup, ça s'est fait au fur du temps et tu m'expliquais qu'il y avait quand même une barrière de la langue. Donc déjà, les gens, ils te parlaient, tu comprenais pas. Et par la suite, toi aussi, quand tu parlais avec eux, donc je pense qu'il y avait quand même des difficultés parce qu'il y avait un décalage par rapport à l'accent. Exactement. On te demande d'articuler, tu te poses la question, articuler. Je dois articuler. Donc, c'était un peu compliqué pour le coup ces premières semaines, mais malgré ça, tu as su rebondir. Oui, alors, quand je suis arrivé, à chaque fois, quand j'essayais de parler, pardon, comment, les gens, ils comprenaient jamais ce que je disais. Ouais. En plus, moi, je suis un peu laconique, donc je ne parle pas beaucoup. Donc, les gens, ils comprenaient pas. Et à l'école, en classe aussi, je ne pouvais pas participer. Pour ça aussi, les profs, tu essayais de parler. Oui, pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Parle. En fait, c'était la routine. Et moi, ça me saoulait. Raison pour laquelle je préférais rester dans mon coin, suivre le cours et ensuite rentrer. Mais après, j'ai vu que c'est pas ça qui va m'aider. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à participer de petit à petit, surtout quand on avait cours d'anglais, parce que les Français, ils sont très nuls quand il s'agit les langues étrangères. Donc, tout ce qui est espagnol, l'anglais, je peux dire que j'étais le boss parce que moi, j'avais fait une formation sur ça. Donc, je répondais à toutes les questions, j'étais là, je faisais un peu le mec. Donc ça m'a aidé un peu parce que, après, mes camarades, ils ont vu que j'étais pas très nul. C'est juste que je ne me suis pas encore adapté, mais que j'étais une personne intelligente. Et vu qu'ils avaient des difficultés parfois sur les langues aussi, ils venaient me voir de temps en temps pour me poser des questions. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. On n'avait pas les mêmes délires. Par exemple, dans ma classe, la majorité, je veux dire 95%, ils fument. Quand on était en récréation, eux, ils vont aller fumer. Alors que moi, à l'époque, je ne fumais pas. Je ne fume toujours pas, je ne fume pas. Donc eux, ils fumaient et moi, l'odeur, ça me dérangeait. Ce qui veut dire que quand on avait des pauses, je ne pouvais pas passer beaucoup de temps avec eux. Et aussi, leur délire, c'était pas mes délires. On n'avait pas les mêmes délires. Voilà, on n'avait pas les mêmes délires. Donc, ça aussi, ça complique les choses. Et un jour, je vais vous raconter une anecdote. Donc, en classe, on était en classe. Le prof avait posé une question. Et moi, je savais la réponse. Et du coup, j'ai fait ça. Monsieur. Parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude de faire ça. Quand le prof posait une question, on faisait comme ça. Monsieur, on criait très fort. Et moi, quand j'ai crié, et j'étais derrière, tout le monde s'est retourné. Tout le monde m'a regardé. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je pue de la merde ou quoi? Et c'est quelques secondes après que je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai fait ça, ce geste.
En fait, ça fait référence quand tu appelles un chien ou voilà. C'est un peu péjoratif du point de vue des Blancs. Et même moi, je ne comprenais pas sur le coup, mais j'avais trop honte ce jour-là. Donc ça aussi, ça m'a cassé un peu. À un moment, je n'osais plus lever la main, je n'osais plus participer pendant les cours. Et il y a une autre anecdote aussi. Un jour, on avait fait un contrôle et quand le prof est venu, il y a une étudiante qui lui a demandé « Mais monsieur, est-ce que vous avez corrigé le contrôle ?» Et le prof, en toute sérénité, il a répondu « Non, pas encore, j'ai pas encore eu le temps. » Et ma camarade lui a dit « Mais monsieur, arrêtez de mentir. » Et moi, ça m'a choqué parce que au Sénégal, tu n'oses pas dire à un prof que tu mens ou arrête de mentir. Mais le prof, il a juste souri, il a essayé de se justifier. Oui, non, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et après, c'est passé. Et même quand je suis rentré chez moi aussi, ça m'a travaillé. Donc, vite, j'ai compris que là, Babacar, tu n'es plus au Sénégal. Donc, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu sois observateur pour que tu puisses t'adapter. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je regardais comment il faisait pour essayer de m'adapter, de m'intégrer. Bon, après, au fur et à mesure, je me suis intégré petit à petit. Je ne peux pas dire que je me suis fait des amis, mais bon, en tout cas, quand j'étais en classe, je me sentais bien. Voilà, je me faufilais dans la foule et voilà, tout se passait bien. Mais dès que je rentrais chez moi, c'était la solitude était mon nombre fidèle, la solitude, parce que j'étais tout seul dans ma chambre. Effectivement. Là, on voit bien que c'est le problème que rencontre plus ou moins, je peux dire 90% en tout cas, des étudiants étrangers qui viennent faire des études en France, c'est-à-dire ce choc culturel. Et d'ailleurs, déjà, on n'a pas les mêmes rapports avec les profs, on n'a pas forcément les mêmes... Les relations ne se développent pas pareil qu'ici, comparé en tout cas dans les pays de l'Afrique. Surtout moi, je me rappelle aussi quand j'étais étudiant, il y avait des moments où j'arrivais à l'école et pourtant ça faisait presque 2-3 mois que j'étais... je connaissais un peu tous mes camarades de classe, mais il y a certains qui passaient. Normalement, ils ne me saluaient même pas. Donc, pour moi, c'était bizarre aussi. Donc, je me posais la question, j'ai fait quelque chose de mal. Donc, on se pose tout le temps cette question-là. Mais effectivement, il ne faut pas que ça vous choque, en tout cas. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, il ne faut pas que ça vous choque. Mais oui, ça peut être des choses qui peuvent arriver. Donc, on n'a pas forcément les mêmes... les relations ne se développent pas de la même manière ici qu'au Sénégal. C'est ça. En fait, ce qui est bien chez nous parfois peut être mal vu ici. Par exemple, nous, quand on a l'habitude au Sénégal ou en Afrique, généralement, quand tu parles avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne le regardes pas les yeux dans les yeux, tu regardes par terre ou tu dévies un peu le regard. Alors que là, c'est un signe de manque de respect. Là, quand tu parles avec un prof, avec ton manager ou peu importe, surtout pour vous qui allez bientôt intégrer le monde professionnel, quand vous parlez avec votre manager, votre tuteur, votre responsable, il faut le regarder les yeux dans les yeux. Alors qu'au Sénégal ou au Mali ou peu importe dans les pays d'Afrique, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, vous pouvez aussi apprendre de nos erreurs pour pas répéter la même chose en tout cas. Et là, tu arrives quand même à t'intégrer petit à petit. Ouais. Mais quand même, financièrement, tu vivais comment? Alors, financièrement, bon. Après, moi, j'avais de la famille ici, bon, la famille un peu lointaine. J'avais mes cousins, il y avait mon meilleur ami qui me soutenait aussi. Donc, à la fin de chaque mois, on m'envoyait de l'argent. J'avais pas trop galéré financièrement, bon, même si il fallait quand même il fallait bien millimétrer ses dépenses pour tenir jusqu'à la fin du mois. Mais bon, ça va. Et ce qui m'avait le plus mis à mal, c'est en fait je mangeais la même chose tous les jours. Pas parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais je ne savais pas cuisiner. Et à un moment donné, il y a mon meilleur ami qui vivait ici en France, à Paris à l'époque. Il est venu c'est la seule personne qui est venue me rendre visite pendant presque 1 an, quand j'étais dans mon village là, à Bazaï. Donc c'est la seule personne qui est venue me rendre visite. Et il a vu que je ne savais pas cuisiner. Parce que lui, il a vécu ici quand même 2 ans ou 3 ans avant moi. Donc lui, il savait faire quelques plats du Sénégal. Donc il m'a montré, et sachant que moi, j'avais que des casseroles, c'était juste pour faire des omelettes. Tu ne peux pas, par exemple, pour faire du tiep, il te faut une grosse marmite. Donc moi, j'avais pas tout ce matériel.
Donc lui, quand il est venu, donc il m'a montré quelques plats, comment on faisait. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon intégration parce que après, finalement, j'ai commencé à manger des plats de chez nous parce qu'avant, je mangeais que des pâtes. Et je me suis dit, là, pour t'intégrer, la meilleure moyen, c'est de trouver un travail. Donc, pour être indépendant financièrement, parce que ça me saoulait qu'à chaque fin du mois, on m'envoie de l'argent et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un travail pour être indépendant. Sauf que faut pas oublier que j'étais dans un désert. C'était très, très compliqué. Et là, j'ai commencé à faire mon CV. J'ai postulé en ligne. J'ai jamais eu de retour. Après, par la suite, j'ai acheté un vélo pour aller déposer dans les villes environnantes. Dans les villes environnantes qui étaient un peu plus rythmées, avec beaucoup plus de magasins et de fast-food. Donc, je prenais mon vélo chaque soir quand je finissais les cours pour aller déposer. C'est ce que je faisais, c'était ma routine. Je le faisais, je l'ai fait pendant des mois. J'ai jamais eu de retour. Même pas un appel. Même pas allô, bonjour monsieur, on a reçu votre CV. Et là, j'ai compris que c'était mort. Après, je suis allé sur le Bon Coin aussi pour essayer de donner des cours de langue. Mais parfois, j'ai eu des sollicitations. Mais dès qu'ils voient que tu es noir, tu es étranger, il y en a, ils se retirent. Alors quand je mettais l'annonce, j'avais des sollicitations. Mais dès qu'ils t'appellent et qu'ils voient que tu es noir, les gens, ils abandonnent. Ils veulent plus continuer. Je sais pas, peut-être c'est un manque de confiance. Je sais pas. Mais à chaque fois, j'ai remarqué que quand la personne t'appelle et que tu réponds, dès qu'il voit que tu es étranger, la personne arrête tout. Donc voilà, c'était compliqué. Et là, il fallait que je trouve des solutions parce que je ne pouvais pas continuer à être dépendant de mes frères, de mes cousins, en tout cas de ma famille. Parce que c'est une charge de plus. Et là, j'ai décidé de tout plaquer, de tout laisser à Bazaï parce que j'avais déjà fini mon année, de venir à Paris parce que vu que la majorité des personnes que je connaissais ici, ils travaillaient déjà. Donc je me suis dit pourquoi pas aller à Paris, peut-être là-bas je peux trouver du travail. Et avant de revenir en tout cas sur ton passage à Paris, tu suivais quoi comme formation? Alors, quand j'étais à Bazaï, du coup mon rêve de voyager, quand je faisais mes choix sur Parcoursup, j'avais choisi de faire un BTS tourisme parce que quand tu es dans le tourisme, en tout cas, tu as la possibilité de voyager. Et moi, à l'époque, je voulais être hôtesse de l'air, hôtesse d'accueil pour vivre dans les avions. En tout cas, c'est ce que je voulais au début. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est pas aussi si simple que ça. C'est pas parce que tu travailles dans le domaine du tourisme que tu vas voyager. Mais quand j'étais à Bazaï, donc j'ai fait un BTS tourisme et j'ai fait 1 an là-bas. Donc la deuxième année, j'ai trouvé une école ici à Paris pour continuer ma deuxième année à Paris. Et là, tu arrives à Paris, tu suis la même formation? Oui, alors quand je suis arrivé à Paris, vu que j'avais fait 1 an et le BTS ça dure 2 ans, donc il fallait que je continue ma deuxième année. Sauf que à Bazaï, pour valider mon année, il me fallait un stage. Et là, toute ma classe, tout le monde a trouvé sauf moi. J'étais le seul noir, j'étais la seule personne à ne pas trouver. Et dites-vous que parfois, mes profs, ils m'accompagnaient avec mon CV pour que je dépose dans des entreprises, dans des agences. Mais j'ai jamais eu de retour. Donc, pendant 1 an, j'ai pas eu de retour. Et donc, quand je suis venu sur Paris, l'année n'était pas totalement validée parce qu'il me fallait obligatoirement le stage pour que l'année soit validée. Donc voilà, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé mon école pour continuer ma deuxième année. Mais l'étape prochaine, c'était de trouver un stage à Paris. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas prendre un logement par moi-même, mais j'ai eu la chance d'être accueilli par mes cousins donc, qui m'ont hébergé pendant quelques mois, le temps que ma situation change. Voilà. Tu as fini par trouver le stage? Alors, quand je suis arrivé, parce que moi, franchement, quand je quittais le Sénégal, le plan était simple. Moi, je pensais que je vais arriver en 1 semaine, je vais trouver du travail, commencer à gagner de l'argent, envoyer de l'argent à ma mère. Mais quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre.
Voilà. Donc, quand je suis arrivé à Paris, bon, je me disais aussi que je vais trouver facilement parce qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises et aussi il y avait mes semblables, il y avait des étudiants sénégalais, des étudiants étrangers. Sauf que quand je suis arrivé, j'ai cherché partout, j'ai continué à postuler, j'ai jamais eu d'entretien. Et finalement, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait le consulat, il y avait l'ambassade du Sénégal. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller là-bas postuler pour voir si eux, ils vont m'accepter? Donc, même si je sais que j'allais pas faire des missions qui sont en parfaite collaboration avec le domaine que je suivais, ça va me permettre quand même de valider mon année. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur place, j'ai déposé. Madame Sawaré, je te passe un coucou. Donc, elle a accepté de me prendre en tant que stagiaire et c'est ce qui m'a aidé en tout cas à valider mon année. Et là, pour le coup, tu vis maintenant à Paris. Paris, quand même, c'est une très grande ville. Donc, forcément, on pourrait se dire que ton intégration, déjà, il y avait quand même. Voilà, ça commençait à changer un peu comparé à ce que tu connaissais à Besailles. Et là, pour le coup, non. Tu peux quand même te permettre, on peut facilement se permettre de dire que bah, tu peux trouver quand même un boulot. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, une fois arrivé sur Paris, je vais trouver du travail. Je vais avoir des amis, je vais m'intégrer, je vais pouvoir sortir, je vais enfin pouvoir vivre la vie que je mérite. Ouais, sauf que c'était pas le cas. Déjà, j'ai trop galéré pour les stages, parce que les stages, je l'ai pas obtenu d'un coup comme ça. Avant, j'ai postulé, j'avais pas de stage. En fait, le seul avantage que j'avais quand j'étais sur Paris, j'étais hébergé et il y avait des membres de ma famille. Le soir, j'avais des gens avec qui parler. C'était le seul avantage. Mais sinon, ma vie était encore difficile en fait, surtout mon intégration. C'était encore plus difficile. Et j'avais la charge de trouver un stage parce que mon année n'était pas totalement validée. Je vivais dans la maison de mon oncle, j'étais pris en charge et moi, ça me taraudait l'esprit. Je voulais être indépendant financièrement et surtout contribuer. Mais aussi, j'arrivais pas à trouver un job étudiant, sachant que quand tu arrives du Sénégal, une semaine après ou un mois après, les gens ils vont commencer à te demander de l'argent. Bon, après, moi, c'était pas vraiment mon cas parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui me soutienne. Donc, ça va. Mais quand je suis arrivé, il y avait tout ça. Je devais trouver un stage, je devais trouver du travail. J'avais pas de logement à mon nom. Et j'avais pas d'amis, je ne sortais pas. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé encore à postuler. J'avais eu que des retours négatifs. Donc avec tout ça, avec toutes ces difficultés, quelques jours après aussi, on m'annonce aussi le décès de mon papa. Donc j'étais venu il y a à peine 1 an et quelques. Donc on t'annonce que ton père a rendu l'âme. C'était un moment décisif dans ma vie